Allez, je vous propose, pour ouvrir cette matinée à présent, une intervention inspirante sur les enjeux du changement climatique pour l'agriculture et la manière dont l'agrivoltaïsme pourrait être un outil de protection et de transition pour l'agriculture. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le changement climatique contraint l'agriculture à s'adapter évidemment à de nouvelles conditions, que ce soit des canicules, les sécheresses ou des épisodes de gel. Les extrêmes climatiques plus intenses vont évidemment bouleverser les modes de production. L'intervenant qui va venir expliquera comment l'agrivoltaïsme peut être un allié précieux pour les agriculteurs, non seulement pour la protection qu'il assure aux cultures, mais aussi pour les perspectives de transition qu'il ouvre vers des systèmes d'exploitation plus durables. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît, Monsieur Serge Zaka, agroclimatologue. Merci de l'accueillir. Comme vous voulez. Je sais pas si la caméra, elle filme. Restez peut-être. Une question pour le caméraman. Est-ce que vous filmez le pupitre ou je peux prendre le micro à main? Je le prends? Ok, merci. Alors, je lance le chronomètre. Écoutez, merci pour cette introduction, merci pour cette invitation. Et puis merci d'être venus très nombreux ce matin pour essayer de relier le milieu agricole au milieu de l'énergie. Alors pour les agriculteurs présents ou les personnes du milieu de l'énergie présentes, il y a pas mal de notions que je vais aborder que vous connaissez déjà. Je vais toucher surtout le public du milieu de l'énergie. Alors je passe les diapos. Pour parler du coup du cas de l'agri-photovoltaïsme, alors moi je dis agri-photovoltaïsme ou agrivoltaïsme, dans le cadre du changement climatique, comment il peut protéger l'agriculture. On verra que j'apporterai quelques nuances quand même à ces perspectives. Vous aurez un tableau à la fin qui permettra de récupérer les notions positives de l'agrivoltaïsme sur l'agriculture, mais aussi les solutions agricoles que l'on peut apporter en plus des panneaux photovoltaïques. Alors, mon discours se veut équilibré. Je vais prendre du pour et du contre de chaque partie. Et vous pourrez poser des questions à la fin ou me poser des questions après, pendant un pot. Je suis là une bonne partie de la matinée pour avancer donc sur ces différents débats. Pour commencer, on va voir que l'agriculture est déjà concernée par le changement climatique. Je ne suis pas là pour vous faire des projections dans 30-40 ans. Je suis là pour vous faire des observations. Et je reviens déjà sur 2021. 2021 a été une année problématique pour l'agriculture. Vous avez ici, fin mars, une belle période de douceur sur la France et une belle descente d'air froid début avril. La période de douceur que nous avons eue fin mars sur la France a fait ce qu'on appelle le débourrement, l'ouverture des bourgeons qui ensuite ont été brûlés par la descente d'air froid. Et cette inversion, on va dire, des saisons entre le printemps et l'hiver a fait 2 milliards d'euros de perte de rendement. C'est la plus grosse catastrophe agricole depuis 1945. Et elle n'est pas due, comme on aurait pu l'imaginer, à la sécheresse ou aux canicules. Elle est due au gel. Moins 59% pour la prune, moins 59% pour la poire de table, moins 30% pour la vigne. Le poids économique, d'ailleurs, c'est surtout pour la vigne. Alors, on va voir aussi, tout à l'heure, c'est un exemple pas forcément pris au hasard, on verra le rôle de l'agrivoltaïsme dans ces protections pour le gel. Autre registre, 2022. 2022, c'est une année à 3 canicules et une très forte sécheresse. Vous avez ici, même situation météorologique, une dépression au large du Portugal. À l'avant de cette dépression, un vent chaud qui remonte, un vent chaud, un vent sec, un vent sableux. Vous vous rappelez sûrement vos voitures qui étaient pleines de sable régulièrement en 2022. D'ailleurs, de plus en plus régulièrement, ce vent sirocco, on appelle ça le sirocco, qui vient du Sahara, souffle sur nos contrées. Et donc, on a vécu l'année la plus chaude, 2022, jusqu'à présent, dans l'Europe de l'Ouest, et la deuxième année la plus sèche. Ceci dit, maintenant, on est en train de vivre l'année la plus humide. On voit aussi que la variation interannuelle est de plus en plus importante, notamment pour la pluie. Alors, les pertes de rendement très conséquentes, pour le maïs grain jusqu'à moins 9, moins 7, moins 5% en Normandie, mais jusqu'à moins 54% dans le sud-ouest. De même pour le blé, jusqu'à moins 17, moins 19% dans le sud de la France. On a un beau dégradé nord-sud correspondant à un dégradé de température et un dégradé d'arrivée de sécheresse dans l'année.
Donc on a vu qu'il y avait des problématiques sur le gel et on a des problématiques maintenant sur le manque d'eau et l'excès de température. Ces excès de température d'ailleurs sont de plus en plus... la vidéo ne se lance pas. Voilà. Sont de plus en plus importants. Vous avez ici en rouge ce qu'on appelle la projection du GIEC, en noir les observations, donc ce n'est pas des projections, ce sont des mesures. En violet, c'est 2022, je projette 2022 sur la projection du GIEC, je tombe sur 2050. 2050 sera une année normale en 2022. C'est une exception actuellement, mais ce sera une année normale en 2050, pardon. 2022 sera une année normale en 2050, je la refais. Vous voyez ici le monsieur qui se promène avec son chien. En bleu, vous avez la tendance du changement climatique, c'est le cap vers lequel on va, avec des variations interannuelles. Ce n'est pas parce que nous avons une année un petit peu plus fraîche que les précédentes que le changement climatique s'est terminé. Je tiens à le préciser par rapport à la désinformation qui traîne sur les réseaux sociaux. Il y a une variation interannuelle entre les années, mais aussi une tendance de fond qui s'observe de plus en plus chez les agriculteurs. Et d'ailleurs, ce sont les deux qui posent problème pour la pluie. La tendance à l'assèchement dans le sud de la France ou la tendance à l'augmentation des précipitations dans le nord, mais aussi les variations interannuelles qui font qu'on ne sait plus vraiment où on va, parce qu'elles sont aussi de plus en plus importantes. En parlant de ces pluies, on va se projeter précipitation, température, et on fera un petit bilan quand même pour les panneaux solaires, pour essayer de comprendre où est-ce que je vous emmène. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau de l'hiver, au niveau de l'été, vous avez en bleu, là où il y aura plus de pluie. En orange, là où il y aura moins de pluie. Ce qu'on voit, c'est qu'en hiver, on s'attend sur le nord de la France, du moins, avec des incertitudes sur le sud. Sur le nord de la France, on s'attend à avoir plus de pluie. Excès d'eau, ça tombe mal, c'est souvent pendant les périodes de semis ou les périodes de récolte. Et le déficit d'eau en été, donc forcément, ça tombe mal aussi. C'est le moment où on a besoin d'avoir de l'eau, notamment pour la production de fourrage, on l'a vu tout à l'heure. Alors du coup, on a à la fois des périodes excédentaires et déficitaires dans le nord et surtout déficitaires dans le sud. Donc la réponse n'est pas la même suivant les régions de France. Voici pour l'évolution des précipitations jusqu'en 2050. Je passe aux températures, je passe vite sur l'évolution du climat. Je pense que vous connaissez déjà ces différents aspects. Pas facile cette télécommande. Du coup, vous avez ici l'ère de répartition de la température moyenne annuelle. 1976-2005, 2070-2100. Un siècle plus tard. Je ne vous apprends pas, je l'espère, que la température moyenne augmente. C'est-à-dire que le climat qu'on avait en Bordeaux en 1976, 12 degrés, se retrouve à Lille, à Strasbourg ou même à Bruxelles dans l'avenir. Celui de Montpellier, de là d'où je viens, remonte jusqu'à Poitiers dans l'avenir. Et encore, c'est un réchauffement modéré. Et le climat méditerranéen ressemblera plutôt à celui d'Andalousie. Donc forcément, la température moyenne augmente. Vous allez me dire oui, mais les extrêmes, est-ce qu'ils augmentent? C'est là où ça devient intéressant. Le nombre de jours à 35 degrés, qui est très important pour l'agri-photovoltaïsme, eh bien, en 1960, il était d'à peu près 0 à 3 jours en moyenne par an. Dans l'avenir, il sera à peu près de 5 à 50. Et là, vous voyez un dégradé nord-sud, c'est-à-dire que des réponses de l'agrivoltaïsme dans le nord ne seront pas les mêmes que dans le sud. Dans le sud de la France, l'agrivoltaïsme va de plus en plus protéger nos cultures des excès de température. Je vous donne quelques exemples. Pour la production animale, 35 degrés, on est en stress thermique pour les vaches laitières. Ça fait à peu près moins 5, moins 10% de production de lait par jour. Pour la production fourragère, à 35 degrés, elle est stoppée. Il n'y a pas de production fourragère. Pour les stress thermiques, pour la tomate, par exemple les fleurs de tomate, 35 degrés, la fleur sèche, elle tombe. Pour la salade pour le maraîchage, 30 degrés, elle a arrêté sa croissance, 35 degrés, elle perd ses feuilles. Donc pour une salade, ce serait un peu dommage. Etc., etc. Ça s'appelle les stress thermiques qui deviennent de plus en plus fréquents. Et jusqu'à 50 jours dans le sud de la France, c'est extrêmement conséquent. A l'inverse, le nombre de jours de gel diminue, divisé par 2 ou par 3 suivant les régions. À Paris, on passe d'à peu près 50 jours par an. Dans l'avenir, on en aura à peu près 20 à 30. Donc on divise par 2 ou par 3 le nombre de jours de gel. Mais on va voir que ce n'est pas forcément moins de pertes pour les agriculteurs. Et dans tout ça, donc ça c'était des projections moyennes. Dans tout ça, il y a des événements ponctuels qui durent quelques heures, mais qui peuvent détruire une récolte. Vous avez ici un exemple, le 28 juin 2019, dans le sud
de la France, ou dans mon village, parce que j'habite là-bas, il a fait 46 degrés avec 40 km/h de Mistral et 8% d'humidité. Ce sont les conditions que vous avez à la sortie d'un sèche-cheveux. Et donc, c'est comme si on appliquait un sèche-cheveux sur l'ensemble du Gard et de l'Hérault. On a perdu 12% de la production viticole. Vous avez ici des rangs de vignes complètement brûlés. Ce n'est pas la sécheresse, puisqu'il y avait de l'eau dans les sols. C'est un excès de chaleur. Ceci est un stress thermique. Nous n'avons pas l'habitude de l'avoir en France. Il n'a pas lieu d'être normalement parce que les génétiques des espèces sont censées résister aux températures françaises, mais les températures françaises de 46 degrés ne sont pas françaises, justement, et donc nos espèces ont brûlé. Je regarde les impacts agricoles, toujours tournés vers l'agrivoltaïsme, mais à la fin, on fait le bilan de tout ça, de tout ce que vous avez appris. On va regarder le rôle de l'agrivoltaïsme. Alors, la saisonnalité évolue. Forcément, le climat évolue, donc les rythmes saisonniers évoluent. Quand je parle de rythme saisonnier, c'est les dates de floraison, l'arrivée des hirondelles, le chant des cigales, la croissance de la prairie, la date de démarrage de croissance de la prairie, la mise en pâture de certains animaux, s'il n'y a pas trop d'excès d'eau dans nos sols, etc. Les saisonnalités évoluent. Le problème, c'est que vu qu'on a parfaitement calé nos espèces, nos variétés, vous savez, le pruneau d'Agen, la pomme Pink Lady, le pommier Golden, l'abricot rouge du Roussillon, le bergeron, toutes nos variétés et nos espèces sont parfaitement adaptées au terroir, parce qu'on parle de terroir en France, je rappelle, nos terroirs français. C'est pour éviter que la floraison d'un certain arbre tombe pendant la canicule ou pendant le gel, parce que la fleur est très sensible aux extrêmes thermiques. Donc on a parfaitement adapté nos espèces, nos variétés, sauf que si la floraison évolue, plus les risques climatiques évoluent, on peut avoir une superposition de problèmes, et c'est le cas, on verra, du gel. Pour vous illustrer ces évolutions climatiques, vous avez ici les dates de vendange à Beaune depuis 1659, qu'ils avaient lieu en 1600, 1700, 1800 et 1900, entre le 23 septembre et le 3 octobre. Depuis 1950, on a gagné 20 jours maintenant, en 2003 et en 2022. On a fait les dates de vendange fin août. C'est-à-dire que nos stades de développement des cultures se décalent dans l'année. Voici la date de pleine floraison. Alors je vais à Kyoto, parce que le changement climatique est mondial, mais c'est surtout que c'est la plus longue série de floraison du monde depuis 812 et qui nous permet de voir l'évolution du changement climatique sans même regarder un thermomètre. Donc vous avez la date de pleine floraison du cerisier japonais à Kyoto entre le 11 avril et le 21 avril. Et plus on avance depuis 1950, plus on avance dans la floraison. Maintenant, ça fait 4 ou 5 ans qu'elles ont lieu fin mars. Donc on a gagné à peu près en moyenne 15 jours sur les dates de floraison. Alors pourquoi je vous parle tout d'un coup des dates de floraison et quel est le rôle de l'agrivoltaïsme dans ces dates de floraison? Vous allez voir que ces dates de floraison avançant posent des problématiques par rapport au gel. En 1970 et 2000, on avait l'ouverture du Bourgeot entre le 11 mars et le 11 mai, les risques de gel qui diminuaient jusqu'au sein de glace, c'est-à-dire autour du 11 mai. La superposition des deux fait le risque. Maintenant, en 2020-2050, on n'a perdu qu'une semaine sur les dates de gel, mais on a gagné 2 à 3 semaines sur les dates de fleurs. C'est-à-dire que nos floraisons se retrouvent de plus en plus pendant la période de risque de gel, ce qui pose des problématiques, du coup, de perte de rendement qui augmentent avec le changement climatique. Deuxième point, ça c'était pour la quantité. Une fleur qui gèle, c'est un fruit en moins, je le rappelle, et ça ne revient pas, ça reviendra l'an prochain. Donc pour la quantité. Maintenant, la qualité. Vous avez ici le degré potentiel d'alcool du Languedoc-Roussillon qui augmente, 2 degrés de plus. On verra que c'est des excès de chaleur, mais vous le verrez tout à l'heure. Donc 2 degrés de plus depuis 1984. De même, du côté de Cognac, à peu près 2 degrés de plus. Nos vins sont de plus en plus alcoolisés. Pourquoi ? Là aussi, vous allez voir que c'est un problème de superposition de risques climatiques et de stade de développement des cultures. 1970-2000, le remplissage des baies en verre, donc c'est le moment où la grappe, elle a besoin d'eau pour gonfler, parce que les grappes de raisin sont toutes petites et dures, vertes. Elles ont besoin d'eau pour gonfler. À cette période-là, il faut de l'eau, bien sûr, dans les sols. S'il n'y a pas d'eau, notre grappe ne va pas gonfler. Ce qui se passe dans les années 2020-2050, le remplissage des baies se retrouve en juillet-août, donc au milieu de l'été, c'est de plus en plus tôt, et le risque de sécheresse augmente. C'est-à-dire qu'avec un excès de soleil, donc plus de photosynthèse qui fait plus de sucre, en plus il y a moins d'eau pour remplir nos grappes, donc les sucres dans les grappes sont plus concentrés. Si les sucres sont plus concentrés, quand on récupère la grappe pour faire le vin, le sucre étant plus concentré, et vu que c'est le sucre qui fait l'alcool,
le taux d'alcool augmente. C'est-à-dire que la qualité de nos produits de terroir évolue aussi à cause du changement climatique. Je vous rassure, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça jusqu'à présent. Alors, quel est le local de demain aussi? En gros, quelles seront nos cultures sous les panneaux photovoltaïques? Il ne faut pas oublier que les aires de répartition des climats évoluant, forcément les aires de répartition des cultures évoluant. Vous avez ici l'aire de répartition des différents cépages de vignes. En bleu, c'est plutôt le Champagne, en vert, c'est plutôt le Bordeaux, en jaune, c'est plutôt la vallée du Rhône, et en orange, c'est plutôt la Corse. Vous avez l'année qui défile tout en haut, vous voyez que les cépages remontent, c'est-à-dire qu'actuellement, des problématiques qu'on aurait sur les grandes cultures, la betterave, le maïs, le blé dans le nord de la France, sous panneaux photovoltaïques. Dans l'avenir, n'oublions pas que ce sera peut-être sous la vigne, au-dessus de la vigne, qu'on aura des panneaux photovoltaïques. Même dans le nord de la France, dans le sud, on aura toujours de la vigne avec des cépages différents. Le rôle aussi de l'agrivoltaïsme est peut-être d'accompagner les agriculteurs vers des transitions de nouvelles filières, donc de tester de nouvelles cultures sous panneaux photovoltaïques. Donc là, il y a la vigne, par exemple. On peut avoir l'abricot rouge du Roussillon, qui, pour l'instant, dans les années 1960, et là, vous avez 2040, en 1960, c'est 100% de réussite économique dans le Roussillon. C'est pour ça qu'il s'appelle abricot rouge du Roussillon. Dans l'avenir, ce sera peut-être l'abricot rouge de Rennes, ou rouge de Nantes, ou rouge d'Agen, qui fera peut-être l'abricot sec d'Agen à la place du pruneau d'Agen. En tout cas, l'abricot remonte. Et l'un des principaux risques qui limite cette remontée, c'est le gel au printemps, là où l'agrivoltaïsme, on le verra, a un rôle à jouer. De même pour la pomme golden, la plus vendue de France, très présente dans le sud-ouest de la France et l'arc méditerranéen. Elle remonte en 2040 vers le nord-est et disparaît puisqu'il ne fera plus suffisamment froid pour garantir sa floraison du côté de Bordeaux, du côté de Mont de Marsan. Donc l'aire de répartition de nos cultures évolue. Les panneaux photovoltaïques au-dessus du maraîchage, dans le présent, c'est peut-être pour la courgette, la tomate, la salade. Dans l'avenir, ce sera peut-être pour la tomate, mais dans le nord de la France. Vous avez ici le potentiel de croissance de la tomate, semaine 33, donc au cœur de l'été 1970 et 2070. On voit que le vert remonte. Par contre, l'Espagne se désertifie. C'est-à-dire que, économiquement parlant, les filières espagnoles vont remonter sur la France, avec des risques de canicule, avec des risques de forte chaleur. C'est-à-dire que nous devons trouver des solutions pour nourrir le reste de l'Europe. C'est la France qui reprend le flambeau. Et il va faire attention à ces extrêmes de température, là où le panneau solaire aussi peut jouer un rôle. Justement, en parlant d'agrivoltaïsme, je fais un bilan de tout ça. Alors pour l'instant, j'ai mis le panneau de côté. Je vous ai parlé des évolutions climatiques. Et maintenant, j'aimerais bien en faire un bilan, un rôle dans quoi il peut intervenir. J'ai oublié de vous dire, j'étais chasseur d'orage. Et là, les photos que vous voyez, c'est des photos que j'ai faites la nuit. J'ai un métier le jour et un métier la nuit. Alors, déjà, premier point, en agriculture, ici j'ai pris l'exemple du maïs. C'est un milieu complexe qui fait intervenir le vivant, vous le savez très bien. C'est-à-dire que la solution, quand on a un problème, est complexe également. Il y a 9 pôles pour répondre aux problèmes climatiques en agriculture. Déjà, la génétique. Je ne parle pas des OGM, je parle de l'amélioration classique de résistance sécheresse canicule ou risque de maladie. Ensuite, on a les paysages, les haies, les arbres isolés qui permettent de maîtriser le microclimat. La biogéographie, c'est l'aire de répartition des cultures. Si une culture n'est plus adaptée, on peut la faire remonter vers le nord-est. L'agronomie, c'est des choses terre à terre, les dates de semis, le couvert végétal, l'agriculture de conservation des sols pour protéger nos sols, notamment l'eau à l'intérieur, le numérique, le satellitaire, etc. L'économique, le sociétal, la recherche également, et donc 9 pôles. Et on retrouve l'agrivoltaïsme comme une pièce de puzzle dans un tout de protection. C'est-à-dire que l'agrivoltaïsme n'est pas une pièce de puzzle qui fait la taille du puzzle, mais c'est une pièce de puzzle parmi les autres solutions. Dans le matériel, on peut retrouver l'irrigation ou l'agrivoltaïsme ou les filets anti-grêle. On le verra. Donc si je fais le bilan de tout ça, en évolution climatique, on a vu qu'on avait la hausse des températures estivales, c'est-à-dire en impact agricole, une évaporation accrue, des sécheresses, des stress thermiques, la température du sol qui monte, des stress thermiques sur les animaux, mais aussi sur les végétaux, n'oublions pas. Le rôle de l'agrivoltaïsme, c'est l'ombrage essentiellement, c'est-à-dire la baisse de la température du sol, la baisse de l'évapotranspiration, la maîtrise des stress thermiques, et en plus la structure permet dans certains cas
d'avoir un système d'irrigation. Je rajouterais protection des animaux d'élevage en termes de stress thermique. Toutes mes excuses si je n'ai pas parlé des animaux jusqu'à présent. Autre solution complémentaire, donc là c'est des solutions aussi qui ont le même rôle mais qui sont plus agricoles, donc l'ombrage, il y a les haies, les arbres, l'intégration paysagère, l'évolution des filières, etc., etc. Deuxième point, la hausse des températures hivernales qui fait que nos arbres fleurissent de plus en plus tôt et sont soumis à des risques de gel. Le rôle de l'agrivoltaïsme, c'est de le mettre à plat et de le protéger les cultures en dessous, jusqu'à un certain niveau. Quand il y a du vent, l'air chaud étant balayé, le rôle est beaucoup plus limité que lorsqu'il n'y en a pas. Et autre solution complémentaire, donc on peut mettre des bougies, on peut mettre des tours chauffantes, etc. Donc c'est des systèmes de protection. Troisième point, la baisse des précipitations estivales qu'on a vues, c'est-à-dire augmentation du risque de sécheresse. Le rôle de l'agrivoltaïsme est de faire de l'ombrage, c'est-à-dire de diminuer la température du sol et de diminuer l'évaporation et la transpiration jusqu'à un certain niveau. Ceci dit, quand il pleut pas pendant 6 mois, sous les panneaux, il y a aussi une sécheresse. C'est un tampon, c'est pas non plus quelque chose qui va nous affranchir des problèmes. Autre solution complémentaire agricole, l'agriculture de conservation des sols, moins de labour, plus de couverts végétaux, plus de stockage du carbone. Les couverts végétaux sont très importants. Les irrigations, les retenues peuvent aussi jouer un rôle. L'amélioration génétique pour des espèces résistant un peu plus à la sécheresse ou un peu plus aux chaleurs, etc. Alors, il n'y a pas d'évolution pour les risques de grêle pour l'instant dans les données climatiques observées. Ceci dit, le rôle de l'agrivoltaïsme, on a quand même un risque de grêle de Biarritz jusqu'à Strasbourg très important. C'est de protéger contre la grêle, c'est une protection mécanique. Pour l'instant, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des filets paragrêle dans les parcelles. Ensuite, c'est une diversification des revenus, mais là, ce n'est pas trop mon rôle, je m'y connais un petit peu moins. Et un autre point qui est moins connu, c'est l'excès de pluie pendant la floraison. En mettant les panneaux à plat, on évite des problèmes de coulure qui sont connus par le milieu agricole. C'est-à-dire lorsqu'il pleut sur une fleur pleine de pollen et que le pollen coule au sol mais ne permet pas la reproduction et donc la fleur va finir par sécher. Dans ces autres solutions, pour moi, l'agrivoltaïsme a un rôle extrêmement important. Il faut aller peut-être un petit peu plus loin, c'est-à-dire une intégration paysagère qui soit un petit peu mieux. Vous avez ici des exemples d'arbres à l'intérieur des parcelles, notamment dans le sud de la France. Mettre des panneaux voltaïques au-dessus, c'est extrêmement intéressant. Aussi, bien sûr, ça dépendra des zones inondables, des AOC, des IGP, des paysages, etc. Il y a plein de limitations. Ceci dit, n'oublions pas aussi le rôle de l'arbre. Donc, intégrer les deux, du panneau photovoltaïque entouré peut-être d'arbres pas très hauts pour éviter l'ombrage sur les panneaux, peut-être un double effet intéressant de la maîtrise du microclimat de la parcelle. Je rappelle aussi le rôle des paysages dans l'avenir, et ce sera mon avant-dernière diapositive. Vous avez ici un paysage simplifié, un paysage plus complexe de Permalab. En gros, ça permet de mieux retenir l'eau sur un territoire, puisqu'on a accéléré la course de l'eau sur le continent en simplifiant. Il y a moins d'obstacles à la course de l'eau sur un paysage simplifié qu'un paysage complexe. Dans ce paysage complexe, le rôle de l'agrivoltaïsme peut être intéressant pour maîtriser le microclimat des parcelles également et limiter l'évapotranspiration. Alors vous voyez bien que dans les schémas de permaculture, de permalab ou alors d'agriculture de conservation des sols, il n'y a pas de panneau. Peut-être que ce serait une évolution à mettre dans l'avenir. Et dernier point, l'agriculture de conservation des sols, que ce soit sous panneau ou non, permet de limiter l'évaporation et la transpiration, c'est-à-dire entre un colza et un blé, on n'a pas un sol nu, on a un couvert végétal. Donc ça n'empêche pas d'avoir des panneaux au-dessus, mais aussi n'oublions pas de protéger nos sols par des couverts. Donc ça, c'était plus quelques techniques agricoles qui peuvent être complémentaires et intéressantes. Je terminerai ma présentation par cette... Je vais y arriver. Hop là, voilà. Toujours dans le côté un peu électrique, vous savez, vous avez ici un orage pris le 4 août 2020 dans la baie de Cannes. Et cette photo tirée de cet orage a été élue en 2021 plus belle photo du monde. Merci.
Il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'on fait les questions maintenant? On peut? D'accord. N'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas à émettre aussi des critiques par rapport à ma présentation. On n'est pas là pour me caresser dans le sens du poil. Est-ce qu'il y a un micro qui tourne ou... Bonjour, Bonjour. Bruno Striffler, Société VKN France. Merci pour cette présentation. Je veux juste savoir pourquoi vous mettiez que des scénarios 4.5 dans vos présentations. C'est pour pas qu'on soit déprimé ou 8.5 plutôt. Moi j'ai vu des 4.5, c'est pour Le ça. 4.5 c'est modéré, on est au-dessus. Oui, Donc il faut être encore plus déprimé. bah, c'est pour ça. En fait, je prends le 4.5 et le 8.5. Pourquoi? Parce qu'on a un site officiel en fait, pour les chercheurs en France qui s'appelle le DRIAS. Donc c'est un site utilisé par le public, l'INRAE, Météo France, etc. Et sur ce site-là, il y a le scénario 2.6, donc le plus faible, qu'on est largement au-dessus. Hein. Le 4.5, on est quand même au-dessus. Et le 8.5, sur lequel on est en dessous. C'est pour ça que j'alterne dans mes diapos entre le 4.5 et le 8.5. Suivant les études que je fais, on me donne généralement soit le pire scénario, soit le scénario modéré. Le problème, c'est qu'il manque le 6.0, qui est le vrai scénario sur lequel on est. Et il manque sur les données officielles qu'on utilise en France. Mais j'espère qu'il va arriver d'ici 1 ou 2 ans. C'est un peu long. Dommage. Allez, on a le temps de prendre encore une ou deux questions. Y a-t-il des questions pour Je tiens à Serge rappeler aussi que, quel que soit le scénario climatique, le réchauffement est le même jusqu'en 2050. Donc, toutes les cartes que vous avez, quand je montre 2040, 2060, par exemple, pour la pomme golden, c'est quel que soit le scénario climatique. C'est après que ça se différencie. Question? Oui. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question un peu naïve, je ne suis pas du tout agronome, agriculteur. Quand vous listez les bienfaits qu'on peut avoir sur chaque typologie de cas, l'agrivoltaïsme, on a l'impression qu'on prend des cas hyper particuliers de l'événement de sécheresse du moment ou de la saison, mais on ne regarde pas sur la saison. C'est-à-dire que, ok, il y a des moments où c'est très bien de protéger la culture, mais elle a quand même besoin de soleil le reste du temps. Moi, je ne suis pas du tout connaisseur là-dedans, mais comment on est sûr qu'au global, on a un impact positif et juste pas on corrige les petits... C'est une très très bonne remarque. Alors, vous pouvez vous douter que j'ai simplifié la présentation pour pas trop rentrer dans l'agriculture. En fait, on a des effets continus, des effets ponctuels. L'augmentation de la température moyenne va faire qu'on va augmenter chaque jour un petit peu plus l'évapotranspiration. C'est-à-dire que chaque jour, quand on cumule, on perd de l'eau dans nos sols. Et quand il y a un événement de sécheresse qui arrive, on part déjà de plus bas parce qu'il a fait plus chaud avant et l'événement de sécheresse a plus d'impact. Donc on a un événement continu qui, tous les mois, il fait un peu plus chaud, plus d'évaporation. Et après, quand on a un événement, on ne peut pas y faire face parce qu'on a moins de réserves en eau dans nos sols. Donc il y a les deux à la fois. Là, j'ai vraiment simplifié, j'ai mis les effets ponctuels, mais il faut savoir que le panneau peut avoir un effet en limitant la température du sol tout le long de l'année, donc en augmentant la biodiversité de ce sol en dessous, à condition qu'il y ait de l'eau qui vienne, hein, qu'on ne masque pas, que ça soit comme pas amovible, mais que ça bouge, quoi, que le panneau puisse entrer en rotation, on va dire, etc., etc. Donc il y a des rôles ponctuels et des rôles effectivement de long terme, mais dans les deux cas, c'est à peu près la même conclusion à la fin. C'est juste qu'il y a un événement violent ou un événement continu qui peut arriver. Une sécheresse ne s'installe pas en un jour. Elle prend plusieurs mois à arriver par rapport à un manque d'eau. Un sol couvert par des panneaux peut rentrer 1 à 2 semaines plus tard en sécheresse puisqu'il avait déjà plus d'eau tout le long de la saison. Cela ne veut pas dire qu'il va être affranchi de la sécheresse, mais que cette sécheresse va arriver plus tard puisqu'il y a plus d'eau dans nos sols vu qu'il y a eu moins de soleil pénétrant dans la parcelle. Oui. Oui, alors on peut avoir, justement, c'est le rôle aussi des panneaux pilotés, notamment par les modèles agronomiques. Certains acteurs d'ailleurs le font, c'est qu'ils vérifient qu'au moment où la plante a besoin de soleil pour son développement, qu'on a bien du soleil qui pénètre dans la parcelle. Donc on peut avoir aussi, d'où le rôle d'avoir des panneaux pivotants plutôt que des panneaux fixes. Une toute dernière question au fond de la salle, monsieur. Et puis, Oui, bonjour, merci pour Bonjour. votre speech, c'est très intéressant. Mais j'ai pas entendu,
parler de l'aspect économique, quoi. Vous comprenez? Oui. Le business model, tout ça, là. L'investissement pour les agriculteurs, etc. Et puis le retour sur ces investissements. Donc, en bref, l'aspect économique, on ne voit pas le côté financier, quoi. Oui, oui. Bah justement, j'ai dit à un moment sur la ligne économique que c'était pas dans mon rôle, vu que je suis agroclimatologue, je travaille sur l'impact du climat sur l'agriculture. Je pense que l'aspect économique sera abordé justement en complément plus tard. Voilà. Donc, moi, je fais qu'intervenir sur l'aspect climatique, mais on l'abordera au cours de la matinée. Merci infiniment. On peut l'applaudir une fois encore. Merci Serge Zaka.